Alors aujourd'hui, j'ai pensé cette séance pour des néophytes. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez déjà si vous êtes familier à la roman du Roussillon. Alors à roman du Roussillon, non pas que le Roussillon, je me dois de parler aussi de la romane transfrontalier et de la Catalogne romane, puisque vous allez voir que les enjeux sont transfrontaliers. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de Pyrénées-Orientales, il n'y a pas de Catalogne moderne. On parle de comté catalan et d'entité médiévale ancienne. Donc on va penser le territoire d'une autre façon aujourd'hui, avec une autre manière de régir ce territoire. La Catalogne romane, ce n'est pas une mince affaire. On a quand même un territoire, pour vous donner un ordre d'idée, si je vous montre une carte, on a un territoire, alors ça c'est un quart de la Catalogne. Si je vous montre un petit peu où nous sommes ici, d'accord? Donc ici on se trouverait du côté de Manresa, Catalogne centrale. Vous voyez qu'en grosso modo un quart de la Catalogne, à peine un quart de la Catalogne romane, il y a un nuage de points incroyable entre châteaux, églises. On parle du Moindre Mas qui aurait un mur de l'époque romane. On sait qu'il y a des villages de Catalogne transfrontalière qui conservent du bâti à des habitats de l'époque romane. Tout ça, ça compte finalement. Des tours, par exemple, des ponts, toutes les infrastructures nécessaires au Moyen-Âge. Et les moulins aussi, etc. Donc on a une Catalogne romane extrêmement dense. Après, si on se penche sur la case Pyrénées-Orientales, vous voyez qu'on est bien loti aussi, qu'il y a des zones de vide, mais ça vous allez me dire c'est normal, puisque le Canigou, impensable, donc à presque 3000 mètres d'altitude, on n'édifie pas des monastères ou des églises. Donc il y a des zones de vide, donc s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'habitat. Là où on a des églises romanes, c'est intéressant, on a témoignage d'un habitat assez ancien. D'accord? Donc l'église romane, finalement, c'est un témoignage, c'est un point d'ancrage pour attester de l'habitat. Tout ce qui est en bleu, ce sont des entités monastiques ici, et tout ce qui est en jaune, ce sont des châteaux. Après, tout le reste, tout ce qui va être marron, ça peut être des carrières localisées. Oui, il est très intéressant pour un archéologue du bâti de connaître la roche, l'origine de la roche. Mais je voulais déjà vous montrer cette image-là, qu'elle se matérialise en vous, pour vous montrer effectivement que nous sommes une terre romane, et que ça, alors, en Europe, c'est unique. Avec cette densité-là, c'est vraiment unique. On peut parler, comme j'aime bien le dire, d'un jardin roman. Voilà, donc c'est vraiment l'idée. En Bourgogne, ils ont un petit peu cette idée-là de jardin roman. Nous aussi, on peut revendiquer effectivement que nous sommes une terre romane. Très peu d'art gothique en Roussillon. On n'est pas en Île-de-France ici, on est vraiment sur une terre romane. Vous verrez que jusqu'au XIIIe siècle, on peut pousser jusqu'à l'extrémité du XIIIe siècle, on a encore des formes romanes. Là aussi, c'est très important. Quand on parle d'art roman, on vous a dit l'art roman, c'est comme ça, l'art gothique, c'est pointu. Effectivement, on a des codes, des dogmes qui se mettent en place, mais on va essayer de déconstruire un petit peu tout ça et surtout éviter toutes ces fourchettes qui font rentrer les choses dans des cases. Notre art roman, on ne peut pas dire que ce soit la même chronologie qu'en Île-de-France. Si on part de la fin de l'Antiquité romaine et au début du Moyen-Âge, donc là, nous sommes au 8e siècle, 10e siècle, ben c'est là que nos églises romanes elles apparaissent, dont certaines sont encore en place, sont encore visibles, on a encore les murs. Et ça, rien que ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de territoires qui conservent des églises du 10e siècle. Ici, dans les Aspres, rien que les Aspres, on a un corpus d'églises du 10e siècle absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a des églises qui ont plus de 1000 ans, qui sont encore là, et on a des choses visibles. Ça n'a pas été démoli et reconstruit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fréquent. Il faudra attendre des conquêtes carolingiennes, notre fameux Charlemagne qui arrive, et effectivement, la grande conquête qui repousse les assaillants en quelque sorte de l'autre côté des Pyrénées. Donc les Pyrénées vont constituer une frontière naturelle, et cette frontière naturelle, pour l'ancrer correctement, on va commencer à fonder des entités. Voilà l'origine des comtés catalans. Au 9e siècle et au 10e siècle, c'est ce que je vous disais, etc. Et les comtés originels, vous les avez là, en quelque sorte. Barcelone, Urgell, avec la Seu d'Urgell, pas loin d'Andorre, la Cerdagne, le Roussillon, le Conflent. Donc voilà, on commence à voir se dessiner les Pyrénées-Orientales. Donc vous devinez ces noms, vous les connaissez bien évidemment. Ce sont des noms d'anciens comtés, tout simplement. Vous allez me dire, mais il n'y a pas le Val-Espire. Le Val-Espire, c'est parce que c'est une vicomté. Il y a une hiérarchisation à l'époque. En fait, le Val-Espire est intégré dans ce qu'on appelle le comté de Besalú. Effectivement, l'Église, elle va avoir son importance. Forcément, au Moyen-Âge, vous savez que l'Église est importante. Donc, je parle de l'Église en tant qu'institution. Donc, christianisation, organisation du territoire. Mais je pense que l'organisation du territoire, là, c'est ce qu'il y a de plus important, finalement.
On pense souvent que l'édifice le plus important, c'est une cathédrale. C'est là où il y a l'évêque. Ici, en Roussillon, si vous cherchez la cathédrale, c'est Elne, tout simplement. La ville la plus ancienne de la plaine, c'est Elne. Donc, Elne, vous avez l'évêque, mais ce n'est pas forcément l'entité la plus importante. Moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, ce sont les monastères aussi. Les monastères, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que ce sont des édifices où on va y apporter un très grand soin au niveau de la sculpture, quelquefois de l'architecture, qui nous racontent des choses, mais ces centres monastiques sont voulus comme des plateformes politiques et des plateformes culturelles. Parce que dans chaque monastère, vous avez des grandes bibliothèques, il y a des pensées qui passent au travers de ces monastères. Et en Roussillon et en Conflans, on est bien lotis, puisque certains monastères vont être reliés à des monastères européens beaucoup plus importants. D'accord? Donc, vous voyez que où je veux en venir, ce territoire, il est extrêmement important. Les 3 monastères peut-être les plus importants que vous devez retenir sont ceux-là. Saint-Michel de Couchat, bien évidemment, donc, qui est directement relié à l'abbaye de Cluny, en Bourgogne. Et ça, vous allez voir que ce n'est pas rien quand même. C'est une abbaye qui dépend directement donc, de la papauté, c'est-à-dire qu'aucun comte, aucun évêque, personne ne peut revendiquer des droits sur Couchat, c'est-à-dire que l'abbaye, c'est, pardonnez-moi l'expression, open bar, c'est-à-dire que l'abbaye, finalement, peut tout faire et n'a aucun compte à rendre aux entités locales. Alors, c'est vous dire que Couchat, c'est vraiment l'entité par excellence importante, donc massive, et très importante sur la scène politique et culturelle. Mais effectivement, vous devinez que le territoire devient de plus en plus important. Le XIe siècle, en Catalogne, ça devient vraiment une époque d'âge d'or. C'est vraiment l'âge d'or, puisqu'on va impulser des choses qui sont très importantes pour le Moyen-Âge, et c'est là que je voulais en venir. Gary ou Garin, qui est l'abbé de Couchat à cette époque-là, et surtout Oliba, donc qui diffuse l'esprit de la réforme clunisienne. Alors Garin, c'est le Xe siècle ici, et Oliba, ce sera le XIe. D'accord? Donc il y a une espèce de continuité totale donc dans cette idée de diffusion d'une réforme, d'une église qui s'affirme de plus en plus. C'est ça que je veux que vous reteniez, c'est que à mesure que l'on avance, finalement, bien, tout s'amplifie. Finalement, tout devient prospère, etc. Ici, au monastère d'Alcamp, on a un témoignage, un beau témoignage, justement, de ce qu'est l'itinérance, etc., puisque le maître de Cabestagne est un sculpteur, avec des guillemets, sculpteur, atelier, itinérant, qui peut-être aurait commencé en Italie. Voilà, donc finalement, notre art roman que l'on appelle catalan, il est méditerranéen par excellence. D'accord? Il a des choses en commun avec l'Italie. C'est pour ça qu'on a parlé souvent, et ça je suis sûr que vous l'avez entendu une fois, d'art roman lombard. D'accord? Alors, l'art roman lombard, on parle plutôt du premier art roman catalan aujourd'hui. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas en Lombardie. D'accord? On essaye de défaire un petit peu tous ces termes-là. On n'est pas en Lombardie, on est dans les Pyrénées-Orientales et en Catalogne, donc on voit des formes un petit peu particulières se dessiner. Vous allez voir que c'est en opposition avec le Xe siècle. Au XIe siècle, on fait les choses autrement. D'accord? Et au XIIe siècle, on fera encore autrement. D'accord? La paix et la trêve de Dieu, c'est quoi? Alors, sachez une chose, petite anecdote, 1027, l'année prochaine, c'est le millénaire de la paix et la trêve de Dieu, donc ce sera la grande fête à Toulouse, je l'espère, d'accord? Un moment clé pour la Catalogne romane, ok? Oliba, évêque de Vic, abbé de Couchat, et Ripoll, et abbé de Saint-Martin du Canigou. Quand même, 3 fois abbé, 1 fois évêque. Bon, Oliba, c'est vraiment un personnage qui a eu vraiment de l'importance à cette époque-là. On se sert de l'église, non pas que pour prier, mais c'est un refuge aussi. Et on y place les récoltes. Donc dans cette sagraire, on appelle ça aussi la cellière, puisque vous avez les celliers qui permettent de protéger les récoltes, donc sous l'église, justement, donc sous la protection de l'église, dans un rayon de 30 pas. Le Roussillon, c'est vraiment que la moitié de la plaine et la façade maritime. Le comté de Besalú, c'est toute la frontière rouge, je dis bien toute la frontière rouge. Vous voyez, on a un macro-territoire. Le Père Pertuse, c'était un comté catalan. Le Fenouillède a été un comté catalan également. Le Riberal, en fait, c'est ce qu'on appelle la vicomté de Castelnou. Donc la vicomté de Castelnou, c'est tout ça. C'est le Riberal qui va récupérer les Corbières, mais dans les Aspres actuels. Donc en fait, on se trouve ici.
en pleine vicomté du Val-Espire ou vicomté de Castelnau. Bon, le Castelnau que vous connaissez tous, ça a été une capitale vicomtale. Le Cachas, alors celle-là on l'aime bien parce que c'est une petite balade, c'est toujours sympa d'y aller, la vue est superbe sur le mont Helena. Mais vous voyez qu'ici encore une fois à Cachas, on a au sol une implantation quadrangulaire, c'est une abside carrée, vous l'avez sur votre plan. Mais on a quand même l'arc, on voit que la voûte, elle va sur les côtés, elle s'ouvre et puis elle fait une espèce de bulbe, hein, comme ça. Donc on est vraiment face à une abside du Xe siècle, hein. Donc époque totalement contemporaine des premiers comtes catalans, hein. Donc on est vraiment sur plus de 1000 ans d'histoire. Les clochers les plus caractéristiques, en fait, transfrontaliers, c'est Couchat, ici avec les arcatures aveugles, vous voyez que les lézènes, ici c'est tout ce bandeau, et dans lequel viennent s'inscrire des fenêtres. Alors on appelle ça des fenêtres géminées ou jumelées avec une colonnette, c'est-à-dire qu'elles sont jointes avec une colonnette, et on commence à voir les fameuses colonnes sur les tours, etc. On commence à avoir un art roman monumental, aérien, spectaculaire. Alors rien à voir avec les petits casottes de l'époque pré-romane, hein. Là vraiment on sent qu'on est vraiment sur une fièvre, donc de construction, et là on est à l'époque d'Oliba, donc on revendique des idées, hein. Vraiment on est sur l'impulsion à une église qui s'affirme, etc. Je vous mets Couchat et je vous mets Vic parce qu'Oliba a été évêque de Vic. Oliba a fait reconstruire complètement la cathédrale de Vic et c'est lui qui a fait édifier les clochers de Couchat, par exemple, entre autres. Ah, donc vous voyez comment la grammaire architecturale est la même. Et on a un petit clin d'œil entre Couchat et Cornéat de Conflans. Et ici, on a Cornéat de Conflans. Les lézènes, vous les reconnaissez ici. C'est les carrés avec les arcatures aveugles ici. Les oculi, donc un oculus des oculi, vous les avez ici aussi. Donc vous voyez comment on peut jouer avec la lumière, parce que la lumière passe à travers les tours, effectivement. Et à Vic, on a fait un authentique campanile à l'italienne, tout simplement, puisque Oliba, je ne vous l'ai pas dit, mais là je vous le dis clairement, parce que là on pense à l'Italie quand on voit ça, hein, effectivement on pense aux tours romanes italiennes. Oliba a voyagé en Italie, Oliba s'est rendu à Rome, donc on pense que c'est Oliba qui ramène les idées architecturales en Roussillon et en Catalogne romane. C'est vraiment lui qui peut-être ramène des maîtres d'œuvre ici. Et à Cornéat, c'est un clocher 11e. À Vic, c'est un clocher 11e. En fait, ces trois tours sont presque contemporaines. Vous voyez qu'on a exactement la même chose. Et vous voyez comment, à l'époque, en restaurant, on a eu ce goût de l'art roman avec la pierre apparente. Donc, on a systématiquement décapé toutes les tours, etc. Et en fait, grosse erreur. Grosse erreur. D'accord. On a retiré tous les enduits, mais ça, c'est des restaurations qui ont voulu ça. À Couchat, par contre, il reste des enduits, mais c'était comme ça. Et qui plus est, je vais vous montrer une reconstitution de cette cathédrale, parce qu'on a fait un travail archéologique à Vic là-dessus. Voilà à quoi ressemblait la cathédrale donc d'Oliba, complètement blanche, et surtout on vient scander les niveaux de la tour avec des badigeons d'ocre. C'est-à-dire qu'on a, oui, on peut le dire, de la polychromie, des pigments ocre sur l'architecture. Alors ça, c'est une autre dimension. Déjà, on vient monumentaliser l'édifice. C'est un signal blanc qui est visible dans la nature, on le voit de loin, etc. Voilà notre Saint-Marc de Cachas que vous avez sur votre feuille, mais j'ai souligné en bleu l'intervention ici du XIe siècle. En fait, le mur pré-roman, c'est celui-là, c'est le mur extérieur, et on est venu à l'intérieur de l'église édifier des piliers contre les murs pour épaissir les murs, et en fait, ces traits bleus là, transversaux que vous avez là, ce sont les arcades latérales qui viennent soutenir la voûte. C'est-à-dire que la voûte, il faut imaginer, vous voyez qu'il y a une voûte ici qui a été édifiée à Saint-Marc, elle repose à demi entre le mur extérieur et à demi sur l'arc intérieur. Et en fait, ça répartit les poussées, ça soulage, si vous voulez, le mur extérieur. Ce sont plein de petites subtilités qu'on vous expliquera avec Caroline, bien évidemment, mais j'aimerais insister à attirer votre regard là-dessus. Et voilà comment nos églises se retrouvent voûtées, même si elles sont bien anciennes. Et vous avez ce qu'on appelle ici, sur votre fiche, je vous l'ai mis, l'arc doubleau. En fait, ce sont ces traits verticaux qui représentent les arcs qui viennent doubler la voûte, d'où le nom de arc doubleau. Et en fait, ça vient soutenir la voûte de l'église. Voilà comment on peut voûter une église ancienne. On vient épaissir les murs, mais on vient sacrifier de l'espace dans l'église, tout simplement. Si vous allez à Saint-André de Sorède, on a fait exactement la même chose. En fait, quand vous rentrez dans Saint-André, c'est une église qui est très haute, un peu plus étroite, effectivement, parce qu'on a sacrifié de l'espace pour faire des supports à l'intérieur, mais les murs extérieurs sont d'origine, elles sont bien plus anciens que le voûtement. Et en fait, on a fait une espèce de structure, oui, on peut le dire autoportante,
pour voûter l'église. Je vous montre ça hein, parce que c'est ce qu'on fait au XIe. Alors, autre exemple des aspres qui vient d'être restauré. Je sais que ça a été beaucoup critiqué, mais laissez-moi m'exprimer là-dessus. Montoriol, ça a été un sujet compliqué. C'est une église qu'il a fallu complètement, j'emploie volontairement le terme décrouter, parce qu'il y avait une couche épaisse de béton. Le béton, ça asphyxie les structures. J'aimerais insister là-dessus. Donc, mettre du béton sur du bâti médiéval, c'est l'asphyxier, ça fait monter l'humidité, c'est pas bon du tout. Le béton, c'est chimique, ça agresse les vieilles pierres. Si vous avez des vieilles bâtisses dans les aspres, etc., faites attention, le béton, c'est vraiment le pire de tout pour le bâti ancien. Et en fait, il a fallu renduire toute l'église à la chaux, comme à l'époque, avec beaucoup moins de zones boisées à l'époque romane. Cette église, elle se détache dans le paysage. On la voit, c'est un signal visuel. D'accord? De peintures romanes, donc qui viennent à la fois orner la porte, mais je vous l'ai dit, l'église est un refuge. Et en fait, ça vient blinder la porte. C'est un blindage esthétique, en fait, cette décoration-là. Donc, ce sont des volutes. Donc, tout simplement, on a mis là-dessus le terme de volute. On a le verrou, pas très original, ici, et la serrure, tout simplement. Ça, c'est du vocabulaire assez facile. Et souvent, ce qui est très joli et ce qu'on aime bien voir, ce sont donc justement le revers du verrou, ici. C'est une tête de dragon, une tête de serpent, etc. Quand on fait de la restauration, et là, je fais un petit peu de pédagogie là-dessus, c'est normal. On commence par l'extérieur et il faut que la toiture soit saine pour intervenir sur l'intérieur. Et ça, vous allez me dire, c'est logique. Ici, qu'est-ce qui a été fait? Vous voyez qu'ici, ce n'est pas tombé volontairement. On a fait du fenêtrage et on est allé voir s'il n'y avait pas des polychromies. Et oui, il y en a, en fait, tout simplement. On se rend compte qu'il y a des peintures murales un petit peu partout, puisque l'église était complètement décorée à l'époque. Et ça, j'en parlerai avec la peinture murale. Mais néanmoins, à Montoriol, on a des petits témoignages de peinture murale de l'époque romane. Donc, ce sont des peintures qui ont été mises dans l'église au XIIe siècle. Donc, on a de très beaux gisements, de très beaux témoignages de peinture murale romane dans le Roussillon. En fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que le Roussillon, il est très complet. C'est un livre d'histoire de l'art. On peut étudier la sculpture, on peut étudier l'architecture. On a tous les modes de bâti, du 10e au 13e. On a la peinture murale, on a la sculpture, on a les ferrures, on a le fer forgé. Vraiment, on est très très bien lotis en Roussillon. Ici, si on compare Fouillat en Conflans, par exemple ici, Cardone en Catalogne et la cathédrale d'Elne, elles ont un point en commun. Il y a 3 nefs, d'accord? Il y a des absidioles, je vous l'ai mis sur votre fiche. Une absidiole, c'est quoi? C'est une abside qui est plus petite que l'abside majeure de l'église, qui est là, d'accord? Là, vous avez l'autel majeur de l'église, mais on voit qu'il y a la multiplication des autels, c'est-à-dire qu'on porte les autels à 3 et non pas à un seul autel, d'accord? Ici, c'est la même chose à Cardone. Vous avez l'abside majeure qui est très saillante, d'accord, et vous avez les absidioles. Ici, à Elne, c'est la même chose. Bon, là, c'est une cathédrale, mais vous voyez comment l'église de Feuillage, justement, imite une cathédrale, d'accord? Donc, on est vraiment sur d'autres dimensions ici. Donc, on parle d'église basilicale. Alors, ce terme de basilicale, ça vient de où? Je vous en parle après, d'accord? Retenez ce terme de basilicale. Ce ne sont pas des basiliques, mais vous allez voir qu'elles s'inspirent de modèles basilicaux. Donc en fait, au Moyen-Âge, on prend ce système génialissime pour avoir un espace central qui évite aux moines, à la communauté, de sortir de l'enceinte monastique, ce qui accessoirement n'est pas forcément donc autorisé par les règles monastiques. Donc on peut aller de l'église au réfectoire, par exemple, au cellier, au dortoir, etc. D'accord? Donc on peut avoir accès à tous les espaces et c'est vraiment génial, pratique. Qui plus est, on parle de galeries, donc elles sont couvertes. Donc en cas de pluie, c'est pratique. Donc l'espace d'un cloître, il est fonctionnel. On est loin donc de l'aspect décoratif, de la sculpture, etc., qui interviendra plus tard. On aura l'idée de décorer cet espace plus tard. Je vous ai parlé de Corneilla de Conflans. On a des cloîtres qui sont pas figuratifs, ce sont des arches en pierre, par exemple. Ou à Saint-Martin-du-Canigou, l'essentiel du cloître au XIe, c'est des arches en pierre. D'accord? Ici, au monastir, on a un cloître gothique. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va aller donc à l'église, directement dans la partie romane. On parle d'art roman aujourd'hui, d'accord? Et on va essayer de regarder l'église ensemble. Donc, je vais attirer votre regard sur des éléments et vous allez parler, vous allez m'expliquer ce que vous voyez. D'accord? Alors, il y a du caillou. Effectivement, le caillou, c'est un bâti roussillonnais traditionnel. Ensuite, c'est arrondi. On a l'aspect arrondi. Donc, on a une forme, un matériau. Ensuite, de la pierre de taille.
ici, hein, effectivement, ensuite. Et ces pierres-là. Hein. Là, on peut imaginer que sur la voûte, on aurait une église apte à recevoir un décor peint. Le problème, c'est qu'on veut décrouter quelquefois les enduits, mais la pierre, elle va subir les aléas du temps après. Donc elle va s'éroder, elle va devenir moche, entre guillemets. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors ce qui nous permet de voir le matériau en dessous, c'est pas négligeable. Parce que si ça avait été tout enduit, bon, ben, on est un petit peu frustré en archéologie parce qu'on ne voit pas les matériaux. Hein. Le portail, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec la construction de l'église, il est beaucoup plus tardif. Qu'est-ce qui le rend tardif ici? Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les éléments caractéristiques du portail? Vous avez le vocabulaire ici, justement. Le cadre avec le cadre. On est sur un matériau très noble. Donc il s'agit du marbre blanc veiné de bleu du Val-Espire. Donc le Val-Espire est pas très loin et le portail de Brouillard a été fait dans le même matériau.